Hmm. Bonjour Maxime Roy, merci de me recevoir chez vous. C'est un peu loin chez vous par rapport à ici. Où est-ce que vous êtes, hein? Moi j'habite, donc bonjour à tous, hein, j'habite à Bogota, en Colombie, depuis une dizaine d'années. C'est fantastique ça. Vous revenez de temps en temps en France, hein? J'ai essayé de revenir jusqu'à la crise du Covid, et Ouais. puis j'avoue que c'est un peu plus compliqué, et puis je me sens plutôt bien en Colombie. Justement, il y a une approche différente de la crise, et pour le moment, je n'ai pas envie de revenir en France. Donc je suis revenu une fois depuis 3 ans, on verra si ça s'améliore. D'accord. Ben, la Colombie, ça serait un sujet en soi, mais c'est pas le but de l'interview d'aujourd'hui. Non, Euh, mais vous, enfin, j'y alors vous, pensais d'ailleurs. Enfin, le côté spirituel en Colombie, avec les communautés indigènes, voilà, d'accord. il y a beaucoup à dire. D'accord, c'est très intéressant aussi. Alors, vous en parlez pas du tout dans votre livre. Ce qui vous intéresse, c'est la sagesse. Alors, donc, avec cet éloignement de la France, vous êtes peut-être mieux placé que nous tous pour nous parler de la sagesse, du deuil de la sagesse, parce que vous êtes un peu, un peu dur par rapport aux réalités que l'on vit, mais peut-être que c'est une interpellation salutaire. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à penser qu'il y avait là un sujet essentiel? Alors, pour commencer, d'abord, peut-être la distance, ça m'aide à prendre du recul sur ce qui se passe en France. Ça, Bien sûr. c'est sûr. Et ça fait une dizaine d'années que j'avais ce sujet en tête. Et je dirais que la crise du Covid m'a donné encore plus à réfléchir, compte tenu des décisions qui sont prises, des incohérences. Et c'est plutôt une observation de la société. Alors, cette remarque-là, je l'avais depuis 10 ans, hein, en fait, que les valeurs ont tendance à disparaître. Et moi, comme je travaille comme professeur, je me suis bien rendu compte, je le dis au début du livre, hein, que les enfants, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de guide ou de référence morale. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir beaucoup, en fait. C'est le début de ma réflexion. Et ensuite, voilà, tout ce que j'observe depuis une dizaine d'années, je l'ai beaucoup nourri, ce livre. Et donc, j'avais mes chapitres bien en tête. Et puis, c'était un souhait de ne pas parler de. Je parle pas beaucoup de la crise du Covid, en fait. C'est plutôt la fin de mes remarques, parce que c'était aussi un désir de laisser à réfléchir le lecteur, de se positionner par rapport à la société, mais aussi à la sagesse, justement. Alors, qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est une vaste question parce que chacun on a sa vision, on va dire. Je crois que la sagesse ou être sage, c'est savoir prendre des décisions ou la bonne décision en fonction de ses passions ou de sa raison au bon moment. Parfois, on doit écouter ses passions et d'autres fois sa raison. Donc, le sage, c'est celui qui sait conseiller les autres, d'abord pour soi-même prendre ses bonnes décisions et après conseiller les autres parce que il devient un référent, en fait, le sage pour la société. D'accord. Donc ça, c'est un peu une définition individuelle et au plan collectif. Par contre, dans votre bouquin, vous parlez de beaucoup de choses, de la sagesse antique, d'une sagesse qui aurait pu venir de la Révolution française. Vous êtes assez dur aussi avec l'histoire. Bah oui, c'est peut-être un peu dans l'air du temps, on va dire. Alors c'est un point de vue déjà moi de ce que j'écris dans le livre. Bah oui, je pense que depuis la Révolution, enfin, il y a la sagesse religieuse, j'en parle, hein. Donc, Oui. on est croyant ou pas croyant, hein, mais ça permet d'avoir des repères. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi j'ai ma vision colombienne maintenant. Il y a certaines choses qui n'ont pas disparu en Colombie, même si la société est violente, hein. Il y a certaines valeurs parce qu'on reste très croyant. Et la Révolution française a voulu gommer pour imposer la République. On a voulu gommer ces valeurs religieuses. Et mon postulat, c'est qu'on n'a pas remplacé par des valeurs républicaines. Et c'est bien le problème. Les hommes politiques, en tout cas ceux qui représentent la République, ne sont pas forcément des sages quand on le voit. En tout cas, les citoyens français, par leur absence aux différentes élections,
montre bien qu'ils ne croient pas forcément en ces hommes politiques. En tout cas, ce ne sont pas des repères. Bon, c'est vrai aujourd'hui, mais Mm. dans l'élan de la Révolution française et puis dans les temps qui ont suivi avec l'engagement des républicains, c'était des engagements sur des valeurs quand même. C'était Ouais. une idée de la société qui était fondée sur les valeurs et puis notre devise, hein, liberté, égalité, fraternité, ce sont des valeurs essentielles qui pénètrent complètement la culture française. Mm. Mais ce ne sont pas, je dirais, des principes de vie. Vous voyez. Ça, et ce sont des concepts, en fait, des idéaux. Comme tous les idéaux, hein, c'est un chemin à suivre, mais on n'y est pas forcément arrivé. Ce que j'explique aussi, c'est que ça peut être des très. On est d'accord, hein, tout le monde va dire que ce sont des bonnes valeurs, sauf qu'elles ont été détournées d'une certaine manière par les valeurs libérales. On s'en est servi, si vous voulez, c'est des grands principes qui cachent d'autres choses, on va dire. Oui, c'est au fond le fait que ce soit la bourgeoisie qui se soit qui a eu une expansion de la bourgeoisie et des idées libérales et de l'idée de propriété. Je dirais quelque part la propriété avant l'égalité, etc., qui a perverti en quelque sorte mais c'est pas la sagesse, de toute façon, est-ce que c'est pas aussi un but à atteindre? Est-ce que liberté, égalité, fraternité, sagesse, ça Hmm. serait pas un peu la même chose du point de vue de l'idéal que l'on se fixe et que l'on peut avoir en plus mentalement et puis dans son cœur? Ouais, ça fait partie de la sagesse collective parce qu'il y a C'est plusieurs ça. formes de sagesse. Voilà, c'est un idéal collectif. Et bah, je le dis dans un de mes chapitres, hein, justement, la sagesse des Lumières, hein, c'est la référence, le contrat social sur lequel repose notre société. Elle est très belle hein, quand on lit les textes. J'ai eu l'occasion pour écrire ce livre. Seulement, voilà, même je fais référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça a été détourné dès le début, en fait. Voilà, on est parti sur la propriété, la liberté individuelle. Et je pense que c'est là le problème, hein, ce que j'explique. Hein. À partir du moment où ce texte il s'appuie sur la liberté individuelle et la propriété, eh ben, on oublie totalement la sagesse collective. Et je pense que ce qui se passe en ce moment en France avec le convoi des libertés, c'est encore un exemple de la sagesse collective qui s'exprime. Hein. On a tendance à l'oublier, en fait. Voilà. Oui, donc la sagesse, est-ce que, enfin, dans votre livre, la sagesse, c'est très étroitement relié à la question des valeurs et à la question du sens. Mm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Bah, être sage, c'est suivre certaines valeurs. Alors, c'est vrai qu'on l'associe aux valeurs religieuses, mais par exemple, les valeurs d'humilité, de justice, de simplicité. Voilà, en fait, la sagesse, tout le monde sent ce que c'est sans savoir forcément le définir. Et puis après, vous parliez de sens. Je pense que justement, les êtres humains, pour donner un sens à leur vie, ils recherchent cette sagesse et cette simplicité qu'on a perdue avec la société libérale, justement. Donc, l'idée, c'est la même chose, hein, je l'explique dans un de de mes chapitres, mais on recherche ce qu'on a perdu, en fait, on est en train de le rechercher. Et en essayant, il y a de plus en plus d'éléments qui montrent que les gens recherchent cette sagesse, ce sens à la vie, en fait, en essayant de se détacher de ces principes libéraux. D'accord. Donc, on a en fait beaucoup de mal à trouver la sagesse du fait de la Hum, société dans laquelle on est plongé. hum. Mais du coup, ça laisse toute une place à la spiritualité, justement. Bah, en parlant, quand vous m'avez contacté, justement, j'essayais de trouver les liens entre spiritualité et sagesse. Est-ce que être spirituel, c'est être un sage? Euh, alors, c'est une bonne question et ce serait Oui. long à développer. Je pense qu'être spirituel, c'est chercher une certaine paix intérieure. Donc, le sage cherche une paix intérieure aussi.
Par contre, est-ce que tous les sages, je pense qu'il y a beaucoup de sages qui sont tourmentés aussi. Ça va pas forcément dans les deux sens. Vous voyez, c'est pas là. On peut être sage et tourmenté, mais savoir prendre les bonnes décisions. En fait, les deux sont combinés, je pense, hein, mais pas. Voilà, on peut être très un sage et spirituel. Est-ce que quelqu'un de Oui, spirituel est sage? C'est une bonne question. d'accord. Ben, peut-être que le lien entre les deux, c'est le fait que euh, chacun cherche à dépasser son ego et pour être sage ou pour trouver sa spiritualité. Et ça reviendrait un petit peu au même, dépasser son ego et travailler sur soi pour aller vers quelque chose qui en même temps nous dépasse. C'est-à-dire que Mm. la sagesse, c'est savoir peut-être aussi que nous sommes juste de passage sur cette terre et que on y laisse une trace peut-être, mais on n'est pas propriétaire ni de la vie, ni de, du cosmos, ni de ce qui se passe sur cette terre. Hum, Ça, c'est plutôt spirituel, je dirais. Enfin, Oui. Mm. même chose en réfléchissant, je pense que la sagesse, c'est plus philosophique en fait. Quand je parlais de passion et raison, alors que D'accord, la spiritualité, ça peut être une forme de sagesse, mais qui nous dépasse. C'est le fait qu'on c'est ça. contrôle pas tout. C'est le fait qu'on contrôle pas tout. Alors que la sagesse, c'est plutôt l'inverse. C'est le contrôle de ses passions et de sa raison selon ce qui se présente. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est intéressant. Donc la distinction vaut bien entre sagesse et spiritualité. On on n'est pas Ouais, exactement que, dans la même aspiration finalement. On peut bah, aspirer à ouais, la il y a des sagesse liens. tout en restant complètement dans le monde, les événements et les choses concrètes, hein. Bah, la sagesse, je crois que, et je le dis dans mon livre, mais elle est née au VIe siècle avec les philosophes et en Asie également, alors que la spiritualité, je pense qu'elle existe depuis bien plus longtemps. Oui. Mhm. C'est une idée de l'esprit, la sagesse. Enfin, je l'explique aussi, c'est quelque chose d'inventé dans la mesure où c'est un idéal sociétal, on va dire. La spiritualité, je ne crois pas que ce soit ça. C'est plus Tout à tourné fait. vers soi. Vers l'individu, je suis tout à fait d'accord, oui, bien sûr. Mm. Alors que la religion, elle, peut être tournée au contraire vers le collectif. Quant à moi, je doute que les religions soient des écoles vraiment de sagesse parce que collectivement, elles ont fait beaucoup de dégâts. Mais bon. Bah, je suis d'accord avec vous dans les écrits, dans la pratique, c'est une manière enfin, pour moi, c'est une vision historique, mais de manipuler les foules. Hein. Oui. Hmm. Mm. Alors bon, donc voilà, c'est très intéressant. On a bien fait la distinction du coup entre spiritualité et sagesse, et donc on pourrait en venir maintenant à vos explications concernant la société contemporaine et vos regrets. Alors, vous ne regrettez pas, par exemple, pour la France, une espèce de passé mythique, de faux passé qui serait merveilleux et vers lequel il faudrait revenir. C'est-à-dire, bon, toute cette idéologie réactionnaire qui en ce moment fait Mm. florès parce que ce sont les élections et que une, euh, une certaine tendance d'extrême droite euh, vraiment ne parle d'ailleurs jamais de sagesse. C'est vraiment une Mm. nostalgie qui n'est absolument pas tournée vers la sagesse. On est d'accord. Voilà, donc vous parlez tout à fait autre chose du point de vue de ce que pourrait être malgré tout la sagesse si on en revenait à des principes plus anciens, plus... Ouais, moi, enfin, le passé, c'est pas non plus la référence de toute façon. Hein. Je pense que justement, ces hommes politiques, ils devraient s'appuyer sur ces valeurs-là pour construire le futur. On l'a perdu. Enfin, à un C'est moment, ça. je dis les sept péchés capitaux qu'on connaît, c'est les péchés du bourgeois. Et on est tombé là-dedans, et malheureusement, la politique aussi. Et pour construire le futur, on a quand même tous des bases communes. Et c'est vrai qu'on ne parle pas de ça, quoi. Enfin, je pense qu'on se trompe de sujet. Et
et les gens n'attendent pas ce qu'on nous propose. Enfin, j'ai l'impression de ça. Alors, que faudrait-il faire? Parce qu'effectivement, il n'y a aucune figure de la sagesse qui soit actuellement un référent, quelque chose qui excite les esprits. Que Je faut-il l'aborde, faire? je l'aborde à la fin du livre. Hmm. Je pense d'abord il y a quelque chose à faire au niveau de l'éducation, juste la manière dont élever les enfants. On doit être un sage pour ses enfants d'abord, et je suis pas sûr que ce soit le cas parce qu'on les gens n'ont plus le temps, parce qu'on travaille beaucoup, on est pris dans l'engrenage du quotidien, on va dire. Donc c'est peut-être la première chose. La société paternaliste qui a disparu pour moi, ça permettait quand même d'avoir des référents, les parents, les grands-parents. Ici en Colombie, c'est intéressant de voir ça, mais dans les communautés indigènes, le chaman ou le référent l'appelle aussi le mamo et on les appelle aussi les abuelos, les grands-parents. Ouais, Buenos, sí. voilà. Et on a perdu ça, donc c'est la première chose. Et les professeurs devraient être des repères moraux, je pense, beaucoup plus. En tout cas, l'école, elle a son rôle à jouer. Et puis, ce que je dis aussi à la fin, c'est une idée peut-être difficile, mais il devrait y avoir ce que j'ai appelé, moi, un conseil des sages, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des hommes politiques, mais qui sont garants de la stabilité républicaine. Lorsque le pouvoir législatif ou exécutif déraille, et là on le voit bien avec le pass vaccinal, il y a même des sénateurs qui regrettent maintenant d'avoir même voté le pass vaccinal. Mais s'il y avait ces conseils des sages qui viennent de la population, vous voyez, Hmm. et qui sont pas des carriéristes, et qui seraient capables de bloquer certaines décisions au nom de la sagesse collective, je pense que ça pourrait servir. Je parle aussi du pouvoir fédératif. En fait, on a oublié un pouvoir, peut-être volontairement, hein. Il y a trois pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Et ce Oui. pouvoir fédératif, le fait de la population puisse se fédérer, j'ai bien l'impression qu'on l'étouffe depuis plusieurs dizaines d'années. Et ça, c'est pas très sage entre nous. D'accord. Donc, c'est une piste intéressante parce qu'effectivement, on est quand même à la recherche d'un renouvellement de la démocratie. La démocratie représentative a montré ses limites et peut-être qu'effectivement, l'idée de conseil des sages qui pourrait au minimum donner un avis, Oui, cautionner ou ne pas cautionner certaines décisions, ça pourrait être intéressant, effectivement. Et en même temps, ça permettrait de remettre la sagesse à l'ordre du jour dans les repères du bien commun. Parce que où se trouve le bien commun aujourd'hui, hein? euh, ouais, bah, je pense que c'est ça les enjeux du futur, en fait. Parce que même si on a tout basé sur les libertés individuelles, on sent bien que depuis quelque temps, la sagesse collective, elle existe. Euh, les Gilets jaunes, le convoi pour la liberté, il y a eu des manifestations partout dans le monde, en Amérique du Sud. On cherche cette solidarité qui a disparu. Je pense que les gens en ont besoin. Voilà. Et si on leur supprime ça, il manque quelque chose. Enfin, ce ciment de la société, il faut qu'il existe. Et moi, je trouve ça bien justement que voilà, il s'exprime et pourtant, voilà, c'est une de nos libertés fondamentales, c'est justement que cette sagesse collective, ce bien commun, il puisse s'exprimer. La, la résistance à l'oppression, c'est une de nos libertés fondamentales. J'ai l'impression qu'on l'oublie. Bon, malgré tout, on peut dire que les principes de la démocratie préservent quand même une certaine forme de sagesse, par exemple le droit à manifester. Ouais, enfin, on en est où du droit à manifester Ah, bah, on manifeste de manière encadrée, il faut déclarer. ouais, c'est- Euh, bien sûr, c'est quand même un peu difficile. Il faut en même temps réussir à préserver le bien commun, se garder de certaines violences, etc. alors, C'est ben, pas évident. alors, vous faites bien de l'aborder. Est-ce que, j'en parle aussi,
parce que c'est la démocratie républicaine qui nous a fait croire que la violence n'était pas sage. Mais est-ce que cette belle révolution française, est-ce qu'elle aurait eu lieu sans violence? Est-ce qu'on en serait là? Est-ce que la violence n'est pas l'arme du sage quand on essaie de la faire taire ou de le faire taire, vous voyez? Évidemment, il y a des dégradations, hein. Mais alors, je ne justifie pas du tout la violence, hein. Mais est-ce qu'on ne peut plus, lorsqu'on ne peut plus s'exprimer, est-ce qu'il y a plus d'autres, il y a peut-être plus d'autres moyens à certains moments. C'est peut-être ça le problème en ce moment, c'est que si on n'écoute pas les gens, la sagesse collective, au bout d'un moment, naturellement, malheureusement, hein, je dirais, cette violence, elle s'exprime. Et voilà, enfin, il y a eu des écrits, c'est aussi naturel. On ne peut pas croire que ça va c'est la psychologie des foules, hein. Il n'y a pas de mouvement de foule sans violence. C'est impossible. Beaucoup l'ont décrit. Malheureusement, je veux dire, est-ce que la violence permet parfois d'obtenir une société plus sage? Bonne question. L'histoire de l'humanité a prouvé que beaucoup d'avancées ont été obtenues avec malheureusement de la violence. Oui, moi j'en suis moins sûr que vous, mais bon. Oui, ça, c'est les idéaux qu'on nous a. Et ça, c'est justement la démocratie libérale qui nous a fait croire qu'on la Révolution française, c'était quand même la substitution d'un droit à celui de la féodalité. C'est-à-dire que la société ne se retrouvait plus du tout dans toutes ces injustices et tous ces imbroglios que constituait le droit féodal, l'assujettissement des personnes aux droits seigneuriaux, etc. Donc là, la violence, elle se comprend très bien parce qu'il y avait un projet d'un autre ordre social qui avait ses valeurs, qui avait sa propre sagesse quelque part, qui était à la recherche de sa sagesse. Tandis que dire que la violence par elle-même serait porteuse de sagesse, moi je ne m'y risquerais pas. Enfin, vous êtes vraiment très. Vous êtes devenu l'avocat de l'idée de sagesse, si bien que j'ai l'impression que ça déborde un peu tous les domaines auxquels on est habitué à penser d'une certaine façon. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est moi qui avez raison, mais voilà. Justement, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, vous voyez. D'accord, moi non plus. Je pense que, évidemment, vous défendez plus l'idée spirituelle. Alors là, du coup, la violence et la spiritualité, ça va s'en dégager. On s'en dégage beaucoup. Un être spirituel, il essaye de se dégager de la violence intérieure et la violence extérieure. Absolument. C'est en ça qu'aussi c'est différent. Après, c'est un autre sujet de livre que j'ai, mais cette société médiévale, elle ressemble beaucoup à notre société actuelle, hein. Sauf que les seigneurs sont devenus des seigneurs d'industrie. On payait les ponts à la période médiévale, maintenant on paye les parkings, on paye les autoroutes, on nous impose certaines choses. Pour moi, ça commence malheureusement à être très semblable. Et alors, je vous justifie pas le fait d'être violent, hein, loin de là. J'essaye de l'expliquer comment, quand on a plus de solution, et ben voilà, cette violence, elle s'exprime, voilà. Donc, alors c'est vrai que je vous dis, je pense qu'on peut, voilà, au bout d'un moment, on peut difficilement, voilà, cette violence-là, elle est naturelle chez les êtres humains quand ils sont justement parfois exploités, quand on peut leur supprimer leur quand ils ont un sentiment d'injustice, voilà. effectivement, on est actuellement dans une. Et alors, la sagesse vis-à-vis de la planète, vous en parlez très peu, hein, de la question écologique finalement, parce que l'homme a voulu dominer la nature, mais en fait, il est en train de blesser complètement la Terre, et notre terre-mère est mal en point du fait de l'action humaine. Et justement, la sagesse, ça serait peut-être aussi de retrouver la nature
et de retrouver une harmonie avec la nature. Et bon, alors, là aussi, de mon côté, c'est l'idée que l'on peut retrouver une communication de nature spirituelle avec tous les différents éléments, et particulièrement avec les animaux, et puis avec tous les éléments, en fait. Hein. Voilà. Ça, vous comptez, vous avez l'idée d'aller dans ce sens-là un peu dans vos réflexions maintenant ou... Non, mais en fait, c'est un sujet sensible, hein, Oui, cette protection de l'environnement. Parce que, évidemment, euh, on est tous soucieux de ça. Et puis, cette sagesse naturelle, primaire qu'on a tous, nous ramène vers la nature. Sauf que, je l'explique aussi, cette protection de la nature, elle a été marketisée depuis les années 1990, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, on sera tous d'accord qu'il faut qu'on protège notre mère nature, sauf que ce sont des paroles aussi. Enfin, depuis le sommet de Rio au début des années 90, voilà, c'était pour nous faire consommer différemment, pour rendre cette société capitaliste un peu plus acceptable pour moi. Vous voyez, c'est ça le problème. non, C'est que c'est très bien de défendre, et c'est normal, et j'espère, et moi je suis le premier, hein, je cours dans la nature, et en Colombie, Dieu sait si ça me fait du bien moi je passe du moment dans la forêt amazonienne, j'ai besoin de ça, avec justement des communautés, parce qu'on en a tous besoin. Mais quand ça devient quelque chose de marketisé, il y a un problème, surtout que, alors je l'explique, hein, la manière dont on nous enseigne la protection de l'environnement, c'est de nous culpabiliser. Et on ne peut plus se sentir sage, en fait. alors Si c'est on vrai se qu'il y a sent coupable, on a du mal à se sentir sage. c'est vrai qu'il y a une tendance de ce côté-là, mais d'autre Mm. part, il y a une prise de conscience générale. Et Oui. il y a beaucoup de jeunes qui eux, vont dans ce sens pas seulement de la protection de la nature, mais d'un véritable tournant de la Mm. relation à ce qu'est notre relation à la nature, à la terre, aux animaux, etc. Et ça, c'est un sentiment profond. Et moi, j'y vois beaucoup de sagesse, en fait. Hein. Et c'est Je les suis jeunes d'accord. qui sont porteurs de cette J'espère. sagesse-là. Oui, oui. Il faut que ça se ressente dans leur manière de consommer, en fait. Et Pas seulement dans leur manière ouais, d'être, de façon générale, dans ouais. leurs valeurs, dans les valeurs qu'ils partagent. Donc, la Ah, mais sagesse, vous l'avez bien montré, est reliée à des valeurs. mm. Et là, il y a peut-être des valeurs qui sont en train d'éclore. C'est ce que j'essaie de montrer. Enfin, oui, dans la manière de se nourrir, de faire du sport, de vivre. Non, je parlais de la manière de consommer, parce que même chose, j'ai pas envie de tomber dans la critique extrême du capitalisme. Je veux dire, il y a des très bons côtés. Sauf que ça devient grave, parce que si on change pas notre manière de consommer, Hmm, la planète, c'est c'est clair, directement lié. Donc, c'est on a clair. beau avoir, je vous dis, tout le monde dira, oui, la planète, c'est bien, on est bien. Ah oui, mais bon, on est tous dépendants du téléphone, on est devenus, pour beaucoup, des hyper consommateurs, et ça va pas en s'arrangeant. Si vous, vous nous faites croire que les véhicules électriques c'est meilleur pour la planète, je vous avoue qu'il faut se renseigner, parce que je suis pas sûr du tout. Voilà, Bon, vous voyez, c'est ah, ça, c'est pour ça que c'est marketisé. je vois bien ce que vous voulez dire. Alors, pour en revenir à ce que vous vivez concrètement, donc en Colombie, vous avez des amis colombiens avec qui vous parlez de la sagesse et de la France peut-être et de comparaison entre... Non, j'en parle pas, mais c'est peut-être ça le problème, c'est pour ça que j'ai écrit le livre. C'est qu'on n'en D'accord? parle pas, on n'en parle pas assez, en fait. C'est le fond Oui, du oui. problème. Si vous observez la société, c'est la sagesse le cœur du problème. Par contre, moi, je suis à la recherche de ça, et j'avoue qu'on n'a pas besoin d'en parler. Moi, j'ai amené des élèves, je suis enseignant, en fait, qui vivent dans les beaux quartiers de Bogota, hein. Et on a monté avec un collègue des voyages pédagogiques en Amazonie, dans les déserts, justement, en rencontre de ces communautés, parce que la sagesse, il faut pas en parler, il faut la vivre, vous voyez. Et moi, D'accord. j'aime me retrouver avec des gens, et très souvent un sage. Même, on avait fait l'expérience avec les élèves.
Si vous demandez à un mamo ou un chaman, vous lui demandez ce que c'est la sagesse, il ne saura pas vous répondre. Parce que c'est une manière de vivre ou de penser, de faire ses choix. Donc moi, en fait, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai fait des rituels incroyables. J'ai partagé des moments voilà, de prière assez bizarrement extraordinaires la nuit, mais sans parler. Vous voyez, c'était voilà, des partages. On sort un petit peu des modes de communication classiques. Et enfin, moi, c'est ça qui me plaît, hein, en tout cas. C'est entre... Ce, ce sont des expériences spirituelles, ça. Ah, ça, je vous le garantis. Ouais, non, mais voilà, c'est pour ça que on parle pas toujours de la même chose. C'est pour ça qu'on n'est pas toujours d'accord entre être sage et être spirituel. Vous voyez, tous les deux, on sera pas toujours d'accord, c'est sûr. Par contre, ces expériences-là, monter, être dans la forêt, passer la nuit au milieu de la nature, ça vous ramène à quelque chose d'intérieur. C'est quoi ma place dans ce monde? Comment je veux partager avec les autres êtres humains? Ça, c'est spirituel, c'est pas forcément sage. Tout Et à fait. Mhm. il y a beaucoup de gens qui cherchent ça, justement, ce partage qu'on a perdu. Ici, en Colombie, moi, je vous avoue que c'est ce qui manque en France. Cette notion de partage. Ça, ça fait du bien ici. Oui, ben ça aussi, c'est une société, sans doute, la France, beaucoup plus en ébullition, mais aussi quand même des courants qui sont en train de se dessiner pour aller vers un partage spirituel de notre réalité. Hein. Moi, je ne suis pas aussi pessimiste que vous sur la France, mais bon. Ah non, non, franchement, je suis pas, enfin, je sais pas si ça ressort de mon livre. C'est pour ça que j'ai terminé Non, mon non, dernier non, chapitre. non. J'ai espoir. Je crois qu'on cherche tous. Et oui, avec ce qui se passe en France en ce moment, non, non, je suis pas pessimiste. Malraux disait le 21e siècle va être spirituel ou pas. C'est ça. J'ai l'impression que c'est ce qu'on recherche, hein. Enfin, tout le monde le recherche. Voilà. Non, non, je suis plutôt optimiste. Mais si vous voulez, la révolution spirituelle, voilà, c'est ma crainte, c'est que j'ai peur qu'elle se passe dans la violence. Vous voyez, voilà, c'est ma crainte plus que mon désir. Vous voyez. Bon, ben, moi, je suis beaucoup plus confiant que vous là-dessus. Je pense que vraiment la spiritualité est porteuse de paix et puis de se retrouver avec les autres à un autre niveau de conscience. C'est la question d'une expansion de conscience aussi. Voilà. Et puis, et certainement aussi pénétration de quelque chose qui vient d'un Orient lointain et qui a réussi à atteindre les pays occidentaux. Donc, bon, on est dans une époque où effectivement, rien n'est plus très clair, rien n'est plus très cohérent. Voilà ce que je pense. En tout cas, on a bien rebouclé sur la distinction entre sagesse et spiritualité. Effectivement, les perspectives ne sont pas exactement les mêmes et euh, l'une et l'autre mettent en exergue notre intériorité d'une certaine façon. Ça, c'est important. La sagesse antique, certainement, était une école de travail intérieur sur soi intéressante, mais la spiritualité l'est tout autant. Mais c'est intéressant d'avoir distingué les deux comme on l'a fait et que vous ayez dans votre livre. Moi, c'est ça qui m'a particulièrement intéressé, c'est que votre livre, il prend un thème euh, qui, qui paraît hors du champ des préoccupations de la plupart des gens maintenant, c'est sûr. Mm. Et vous avez poussé l'idée. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura d'autres livres sur la sagesse et que vous pourrez discuter entre tenants de la sagesse pour approfondir un certain nombre de choses. Oh, Mais bah, je pense, j'ai voulu ce livre court pour qu'il soit et accessible parce que oui, les gens n'ont plus le temps et il est très ça peut, agréable à ça, lire. Il est très agréable à lire, oui, tout à fait. ça peut faire peur hein, de parler soit de philosophie ou de spiritualité d'ailleurs. Pour revenir, je pense je crois, hein, peut-être pour qu'on se mette d'accord, le plus haut degré de la sagesse, c'est la spiritualité. Je crois vraiment ça, hein.
Mais être sagesse et spirituel, c'est un chemin de vie. Après, ce sujet-là, voilà, je pense qu'il peut occuper une vie, hein. Franchement, parce Tout que à tout fait. tourne autour de ça. Est-ce que je vais poursuivre? C'est vrai, dans l'histoire de la sagesse, enfin, l'idée de la sagesse, je ne sais pas encore. Voilà, ça, c'est mes inspirations personnelles. Mais aussi parce que ça fait du bien de parler un peu de sagesse dans ces temps difficiles, hein. Depuis 2015, franchement, la France n'est pas gâtée, hein. Donc, Oui. ça fait du bien. Ouais, très bien, mais on va conclure sur cette idée que la spiritualité, c'est le plus haut degré de la sagesse, quelque part. Très bien. Mhm. Je vous remercie et je Voilà, pense on que est d'accord du coup. ça On fera termine, tout on est à d'accord. fait, on est tout à fait d'accord et ça fera certainement plaisir à beaucoup de nos lecteurs. Voilà, c'est pour ça, on va pas les fâcher, hein. Le sage et l'être spirituel sont quand même des amis, enfin, j'espère. Exactement, exactement. En tout cas, je vous remercie beaucoup à la fois d'avoir écrit ce livre et puis de vous être prêté à cette interview et qui nous éloigne parfois un peu du livre, mais c'est pas grave. Il fallait approfondir dans un dialogue direct un peu les idées qu'on pouvait avoir l'un et l'autre, hein. Moi, Non, mais ouais, il fallait faire cette distinction, elle est importante, hein. c'est Parce que ça, justement, moi, quand j'ai écrit le livre, en fait, on me prend pour un sage, être spirituel. Je ne le voulais pas. Le danger de la spiritualité, c'est de tomber dans le moralisme, parfois. Oui. oui, oui, Et effectivement, je ne le voulais pas moral, ce livre. Donc, tout je suis à fait. resté justement dans le degré philosophique. Je n'ai pas de leçon à donner comme personne, je pense, hein. Et justement, enfin, c'est aussi le point commun entre le sage et l'être spirituel, hein. Tout à fait. Euh, Vous on peut être parlez, des repères, mais on n'est pas voilà, on ne peut pas oui, donner de leçons, hein. On vous n'a pas à parlez donner de de la leçons. morale, effectivement, mais sans tomber dans le moralisme et des principes qui viendraient comme ça d'ailleurs et de Mm. quelqu'un d'autre pour demander une conformité de comportement à des critères de sagesse qui seraient comme ça donnés de l'extérieur. Vous tombez jamais là-dedans. Ça, heureusement, c'est bien. Mais par C'est le contre, danger, hein. effectivement, la question de la morale se pose et de l'éthique, évidemment. Et puis c'est le danger des deux, hein. Celui qui essaie de contrôler la spiritualité ou la sagesse. L'histoire a prouvé que voilà, on peut la manipuler et manipuler les gens, hein, des deux côtés. Absolument, Voilà. absolument. On est tout à fait d'accord Bon, ben voilà, on est d'accord. et je vous remercie encore. Je vous Merci. souhaite une bonne continuation à Bogota et beaucoup de plaisir en même temps que de sagesse dans votre vie. Voilà. Merci à vous. À un de ces jours. Allez, au revoir. Au revoir.